pour ce nouvel entretien avec les auteurs du Port d'Attache. J'ai le plaisir aujourd'hui de rencontrer Dominique Sorrente chez lui, en ce premier jour du printemps qui nous a valu quand même une petite tombée de neige ce matin. Mais heureusement, le temps s'est rétabli et nous sommes donc assis dans sa terrasse, sur sa terrasse. Pour commencer, Dominique, est-ce que tu pourrais nous éclairer sur tes débuts de poète? À quel moment es-tu entré en poésie? Et quand as-tu senti qu'il y avait là une parole essentielle dont tu étais un peu dépositaire? Il y a vraiment un moment précis dans ma vie. C'est, j'allais dire, le départ de l'école, du secondaire, le bac, et puis l'installation à la faculté à Aix-en-Provence. Et j'étais inscrit en sciences économiques. Et là, je me suis mis à écrire de la poésie de façon vraiment intense et peut-être brouillonne, mais avec une passion incroyable à cette date-là. Et j'ai toujours un lien avec ce moment des 16 ans et demi, parce que j'ai la chance d'avoir réussi le bac jeune, et donc ça m'a permis de faire cela. J'ajoute que très vite, quand j'ai fait cela, j'ai lu des auteurs aussi. Enfin, il y a eu une interaction entre ma création et puis la lecture. Et puis dans la foulée, j'ai rencontré au moins deux personnes marquantes. Une qui est Christian Gabriel Gazricor, qui était un poète tout à fait étonnant et fascinant. Et puis l'autre, c'était un compagnon d'école, mais que j'ai retrouvé là et qui était quelqu'un de très subtil et passionnant, avec qui j'ai toujours un lien d'ailleurs, c'est Michel Orcel. Donc au fond, voilà, les amitiés sur le monde de la poésie sont venues très vite, et c'est vraiment à cet âge-là que quelque chose s'est déployé. Et puis après, donc, il y a eu ta collaboration avec Sud, Oui, Jean Malrieux, que tu as également rencontré, puis tes premiers recueils. Et maintenant, donc, tu as quand même derrière ouais, toi une vingtaine de recueils, dont certains ont obtenu des prix littéraires importants. oui. Alors, en fait, si je tire très rapidement le fil de ce parcours, c'est vrai que vivant à Marseille, euh, Quoique n'étant pas marseillais de non, naissance. pas de Marseille de naissance. Et puis, dans mes études, je suis allé à Paris. À Paris, j'ai rencontré tout un ensemble de poètes qui sont devenus des amis, hein, comme Jean-Michel Maupoy, Jean-Pierre Lemaire. C'était toute cette époque-là. Et puis, je suis allé à Bruges. Mais dès que je suis revenu à Marseille, le lien que j'ai essayé d'établir, ben, c'est avec ce qui se passait en poésie à Marseille. Et c'est vrai que c'était la revue Sud était finalement Tout à fait la plus proche, la plus. dominante à cette C'est époque. ça, elle était dominante, et donc je me suis rapproché de cette revue. Et donc mes premiers poèmes, si ce n'est une publication dans une revue que j'avais créée à l'époque qui s'appelait Avalanche, et ensuite mes premiers poèmes ont été écrits dans la revue Sud. Euh, et donc ça, c'est vrai que ça a été des- un nouveau départ. Voilà. Après, les livres se sont succédés. Il y a quand même un moment marquant, c'est l'envoi d'un manuscrit auprès de Chênes. Ça s'appelait Imprimerie de Chênes à l'époque. Et ce livre qui s'appelait La lampe allumée sur Patmos a été accueilli par cet éditeur qui commençait sa vie d'éditeur. Puisque mon livre est paru en 1982, on a l'impression de parler de l'Antiquité. euh, 35 ans, 36 et, ans. et ils avaient et l'édition était partie en 81, donc il y avait 80-81. Donc j'étais vraiment au début de cette aventure-là, l'aventure de Chênes. Donc j'ai eu la chance d'avoir quand même ces deux piliers, la revue Sud ici à Marseille et Chênes en tant qu'éditeur, qui, pour j'allais dire, me donner confiance, et puis faire en sorte que mon travail soit accompagné ou suivi par un certain nombre de personnes. Alors moi j'ai lu il y a quelques années de ça un livre de toi qui m'avait beaucoup plu, c'est bien ici la Terre. Je trouvais qu'il y avait dans ce livre un souffle cosmique, à tout le moins élémental.
Et dans ton dernier ouvrage, qui je crois s'appelle Les gens comme ça va, le ton et l'inspiration ont changé. Tu sembles être plus en prise avec des événements sociaux assez tragiques d'ailleurs. Mhm. Euh, Au fond, si, pour resituer mon travail, moi, généralement, je ne fais pas des plans sur la comète dans mon écriture. C'est-à-dire, les choses viennent et puis elles s'organisent et elles se mettent en place. Il y a des constellations qui se forment. Euh, mais je peux, rétrospectivement, constater que j'ai beaucoup travaillé sur les éléments. J'avais un livre qui est paru en 2005 qui s'appelait Mandala des jours. Et Mandala des jours est un livre organisé avec les différents éléments. D'ailleurs, il y en avait il y avait donc l'eau, la terre, l'air, le feu et le bois. Donc j'avais les 5 éléments. Au fond, à partir de ce livre-là, j'ai commencé à décliner des, des textes qui sont devenus des livres sur chacun de ces éléments. D'où ce livre qui s'appelle C'est bien ici la Terre. Donc celui-ci était centré sur la Préfacé Terre. par Jean-Marie Pelt. Jean-Marie Pelt, Ouais, Jean-Marie Pelt. qui était un anthropologue Ouais. réputé. Et il a été mon professeur. Ça m'a beaucoup touché, hein, puisqu'il était professeur à Bruges au moment où j'étais au Collège d'Europe de Bruges. Et j'avais été absolument subjugué par sa vision du monde, en fait, parce que l'écologie à cette époque-là, d'abord, moi, je ne connaissais pas bien. Et puis, les types de renversement de pensée que ça obligeait à opérer, plus son humour, etc. Enfin, il y a une sorte de redécouverte du monde. Et puis, moi, je suis fidèle en amitié. Et c'est vrai que j'étais très heureux que Jean-Marie Pelt accepte de préfacer ce livre. Et il est décédé peu de temps après cet ouvrage. Donc, les livres que j'ai publiés donc, dans cette période-là étaient donc centrés sur les différents éléments. Et le livre, il y en a un par exemple qui s'appelle Il y a de l'innocence dans l'air. Voilà. Hein, donc, il y a eu ce travail sur les éléments. Et Les gens comme ça va, c'est un livre qui est venu dans la circonstance des attentats qui ont eu lieu à Paris. En 2015. Voilà. Donc d'une certaine façon, et ça c'est très significatif pour moi de l'oscillation qu'on a dans la vie en poésie. C'est-à-dire que je pense qu'il y a vraiment une réflexion, une méditation, une traversée qui va du côté du cosmos, du côté de la nature. Donc il y a une sorte de mise à distance par rapport à l'actuel. Et puis il y a les gens, il y a les personnes, il y a l'humanité. Voilà. C'est-à-dire le contingent, le transitoire, Et alors, l'existant. en tout cas, c'est un vrai sujet. C'est ce phénomène d'aller-retour. C'est ce phénomène d'aller-retour. Et là, donc, une sorte de plongée dans ces personnes qui nous ressemblent, qui sont les gens, et le mot est volontairement trivial, hein, les gens, comme ça va. Voilà, ça va, c'est une phrase que tout le monde prononce. Ça, c'est une pratique de l'humanité, ça, ce mot les gens et ça va. Voilà. Donc là, c'est cette rencontre. Je ne fais pas de hiérarchie d'ailleurs entre ces deux pratiques hein, dans mon, si j'allais dire, mon organisation mentale. Ces mondes-là se croisent. C'est-à-dire le monde de l'élémentaire est un monde absolument fascinant et qui interroge. Mais on sort dans la rue, on croise quelqu'un et on lui dit bonjour. C'est évidemment quelque chose d'intense. Ça peut l'être, ou alors ça peut être banal et manqué. C'est une autre affaire. Je vous donne un exemple juste pour aujourd'hui. Aujourd'hui, finalement, je me disais ça tout à l'heure. Ce matin, j'ai eu deux moments de poésie pure. L'un, c'est cette tombée de neige qui est venue sur Marseille, sur le vieil acacia qui est ici, sur la palme de ce palmier. Et le deuxième, c'est une lettre que j'ai reçue d'un poète qui s'appelle Daniel Schmitt. Et
et qui met merci de ton signe, cher Dominique. Il a quelque chose qui s'appelle la besace à poème. C'est un homme qui approche les 90 ans et qui m'envoie ça. Voilà. Alors on peut dire c'est infime, mais c'est extraordinaire. Donc nous ouvrons quand même pour le porte-attache. Et justement, il y a un petit essai que tu m'as donné voici 3 ans, Lettre à un vieux poète, dont le titre, bien sûr, est une mise en abîme du célèbre recueil de Rainer Maria Rilke, Lettre à un jeune poète. Est-ce que tu pourrais revenir sur la genèse de cet écrit? Alors, je crois que il y a d'abord ce plaisir de l'inversion des formes, c'est-à-dire, je crois que les quelques personnes qui s'intéressent à la poésie, très souvent, la fréquentent à travers les lettres à un jeune poète. Et ce sont bien sûr des lettres qui sont importantes et sont malicieuses, même si les deux personnages, Rilke et Capus, n'étaient pas très vieux ni l'un ni l'autre. Bon, voilà. Mais donc, je me suis dit, bon, il y a ça. Et puis, de l'autre côté, il y a l'expérience au fond, de la relation à un poète qui est à la fin de sa vie et les interrogations qu'il peut avoir sur son engagement en poésie. Alors ça regarde un certain nombre de poètes que j'ai connus dans mon existence, parce que j'ai mon âge, et puis ça me regarde aussi moi-même dans le continuum de ce que je pratique en poésie, avec les interrogations, le recul sur ce qui s'est passé, ce qui pouvait être espéré, ce qui n'a pas pu dépasser un certain stade, et puis la fréquentation de notre société telle qu'elle est, parce que le ton d'ailleurs est assez désabusé. Alors, désabusé, on peut prendre ce mot, moi je dirais volontiers doux amer. Voilà, il y a une sorte de douce amertume dans ce texte-là, et pour moi c'est une vraie question humaine. Parce que les gens qui me voient parfois dans des spectacles ou dans des récitals et ont l'impression d'avoir affaire à quelqu'un d'enjoué, de tonique, ce qui n'est pas faux. Mais il y a cette autre part qui est une part plus grave, exactement, et qui, elle, a besoin de se manifester et de se dire. Voilà. Et dans cette pratique-là, dans cette interrogation au poète Hans Freibach, il y a ce désir de dire, bon, voilà, il y a eu la poésie, et qu'est-ce qu'il en est résulté de cette expérience-là? Qu'est-ce qui a pu être obtenu? Qu'est-ce qui n'a pas pu être obtenu? Finalement, il y avait une émission sur Rimbaud il y a 2 jours, superbe, sur les chemins de la philosophie. Et Rimbaud étant mort en poésie jeune, et puis étant mort jeune de façon générale, au fond, les chemins, il a tenté des chemins. Voilà, il a tenté des chemins, et ils ont été ce qu'ils ont été. Lorsque les gens vieillissent, la question des chemins en poésie se modifie au fur et à mesure. Et c'est un peu ça, cette lettre, elle questionne un peu cela et la pratique qui a pu se faire à travers un certain nombre d'expériences. Précisons aussi qu'il y a des clés dans ce texte, notamment autour du nom du poète à qui cette lettre fictive est adressée. Oui. C'est je crois, une coalescence de 2 poètes que tu as bien connus. Tout à fait. Et puis, c'est aussi un ruisseau, le Freibach, ruisseau libre. Ça donne le ruisseau libre. Hans Freibach, donc un poète qui est une formation de 2 autres poètes. Mon cher Hans,
Vous ne me demandez plus si vos poèmes sont bons. Au fond, peut-être ne me l'avez-vous jamais demandé. Pourtant, votre silence me travaille. Et j'aimerais vous accompagner un peu plus dans ce temps où je sens le vent passer sur votre tête dégarnie comme s'il entendait remettre les compteurs à zéro. Quel sentiment vous anime à constater que vous n'avez pas été entendu comme vous ne l'espériez assurément en vos jeunes années? Vous vous dites sans doute que vos lecteurs, vos auditeurs sont des happy few, de rares et précieux quelques-uns, en dépit de quoi on ne peut s'empêcher d'être saisi par un certain vertige en comparant cette expérience personnelle au vacarme assourdissant de la logosphère ambiante. Il me semble que la fréquentation des secteurs livres des grandes surfaces est le meilleur argument qu'on puisse trouver pour initier l'écrivain au silence et à la vacuité. Votre attitude de retrait, accepter plus que désirer, vous a appris assez tôt que la parole du poète ne trouverait pas si facilement l'étagère où poser sa tête. À côté de ton écriture à proprement parler poétique, tu as également développé une veine de chansonnier, plus légère celle-là, et qui s'est traduit par de nombreux récitals avec deux amis, Lionel Mazzari et Audrey Gambassi, avec lesquels tu as formé un véritable trio et depuis vous sillonnez les routes de la région et même au-delà pour vous produire, pour faire entendre vos chansons. Oui. Alors, je ne sais pas si le mot de chansonnier me plaît. En fait, la chanson, elle est venue quand j'avais 16 ans et demi, pareillement. J'ai écrit de la poésie au même moment où je composais des chansons. Et au fond, les chanteurs que j'ai écoutés et dont j'ai appris les accords sans juste à l'oreille, c'était Paco Ibáñez, le chanteur espagnol, et Leonard Cohen, le chanteur québécois. Et pour moi, c'était de la pure poésie chantée. Donc c'est à travers cette expérience que je me suis mis à composer. La seule chose qui s'est passée, c'est que dans ma vie, je n'ai pas peut-être eu d'écho suffisant en chanson, peut-être une faiblesse, pour moi, pour continuer dans cette voie comme je l'ai fait en poésie. Donc j'ai laissé un peu en sommeil mes chansons pendant un certain temps, et puis depuis quelques années, j'ai repris de la vigueur sur ça, notamment, pas seulement, mais notamment avec la rencontre de Lionel Mazzari. Ça, c'est la belle affiche qu'on a Donc produite votre trio pour notre s'appelle trio, Les Les Ivres Ivres Vivants. Vivants. Voilà, parce que c'est une de mes chansons qui s'appelle Les Ivres Vivants. Et Lionel Mazzari ici est un poète et il aime ce qui est en jeu dans la chanson. Et donc on a croisé en fait nos propres pratiques. Et récemment, lorsqu'on a donc notre deuxième saison, puisque ça s'appelle deuxième saison, Les Ivres Vivants, on propose des chansons et qui sont à mi-chemin entre le texte poétique et des choses plus fantasques aussi, hein, parce que moi je revendique cette part-là, mais une forme de théâtralisation par endroits. Ça, c'est l'influence un peu de Lionel, qui est aussi comédien par ailleurs. Et donc, on mêle un peu ces éléments-là. Mais ce que je voudrais dire par rapport à ça, c'est que il me semble qu'on peut faire passer pas mal de choses aussi dans l'expérience de la chanson. Et puis, il y a ce côté physique. Moi, je suis un poète physique. Et donc, la guitare, Le le toucher, toucher, exactement, la voix, le toucher, une forme d'expression de soi-même euh, et possibilité de partage. C'est quelque chose qui m'importe beaucoup. Dans un autre ordre d'idée, je donne un spectacle qui s'appelle Nord-Sud où vont les fleuves avec mon ami Marie Ginet qui habite à Lille. Et c'est un spectacle à la fois de textes et des textes qui se croisent. Et puis il y a une part de chanson. Donc j'aime bien cet aspect hybride. J'ai toujours des flashs quand les gens disent vous êtes plutôt église romane, église gothique ou baroque.
moi, je suis les trois. Toi, tu aimes brouiller les catégories. Hein, Oui, oui, les frontières, je suis les les différentes trois, catégories, je suis, bien sûr. Et physiquement, ici, c'est amusant parce que on peut dire il y a une esthétique plus bas à Marseille de Saint-Victor qui est en contrebas et une esthétique très ancienne et une mystique noire de la Vierge noire. Et puis là-haut, alors certains diront c'est de mauvais goût et tout ça, mais c'est en même temps c'est incroyablement exposé à la lumière, cette Vierge dorée, ces ex-photos, ces mosaïques, enfin voilà. Et ben, ce sont deux mondes sur la colline et on peut en ajouter sans doute un troisième parce que j'aime beaucoup le baroque et je suis pas du tout contre cette pratique-là. Alors pour terminer, la question que je pose aux poètes, c'est de- qu'ils me donnent leur définition, leur propre définition de la poésie, et subséquemment leur vision de la poésie dans ce monde qui semble si éloigné d'elle. Je- Moi, je crois que la poésie, elle est cette rencontre intime entre l'existence, le souffle et et le langage. Elle part de, je pense, très très loin dans mon arrière-monde. Elle part d'un cri, d'un manque, d'un abandon, ce que j'ai vécu à la naissance, et d'un appel. Et quand il y a un appel et il y a des trous, qu'on crie et qu'il n'y a pas de réponse, euh, on essaye voilà, de faire entendre quelque chose. Euh, et c'est donc une parole qui est en deçà de fabrication du langage ordonné. Et donc il y a un paradoxe étonnant, hein. Tout à l'heure, au début de notre entretien, je parlais de l'école et puis de ce basculement après l'école. Au fond, j'étais un bon élève à l'école, en gros, et j'ai appris plein de choses, mais il y avait quelque chose de la part des mots qui me travaillait en dessous de tout ce que je pouvais apprendre à l'école. Et ça, bien sûr, tu ne l'as pas appris à l'école. C'est ça, c'était en dessous. Mais euh, j'étais sans doute incapable, pendant cette phase d'école, d'arriver à le manifester. Et je crois que toute ma vie, j'ai essayé de recoudre ou d'explorer les trous que j'ai dans ma relation au langage. Donc la poésie, elle naît de ce déséquilibre, mais je crois, enfin, inhérent à notre condition, quoi. Il y a un déséquilibre, il y a une angoisse, et le, les mots viennent accrocher euh, des pans de réalité, des bribes, et, et il y a donc de l'intensité aussi à vivre quand on arrive à parler en poésie. C'est ça aussi ce qui pour moi est l'enjeu. Alors aujourd'hui, par rapport à peut-être à d'autres époques, euh, moi je crois que dans ce texte de L'être un vieux poète, je fais allusion à la logosphère ambiante. Il y a évidemment quelque chose qui nous trouble, c'est qu'il y a beaucoup de paroles qui sont prononcées à la télévision, sur Internet, beaucoup d'écrits. Internet provoque, il n'y a jamais eu autant de choses écrites au sens Absolument. voilà des Mais quel écrit? bah oui Quels écrits voilà plutôt? donc il y a tout ça, mais l'intensité de ce qui est dit et, et le fait que les mots portent quelque chose, ça, ça se dérobe souvent au monde machinal. Et quand j'ai écrit Les gens comme ça va, c'était vraiment cette expérience-là, hein. On dit ça va et on répond ça va. Voilà. Et, et, et après, on se dit, mais alors, qu'est-ce qu'on fait dans la relation d'une personne à une autre avec des mots qui sont soit étrangers à nous-mêmes, c'est l'expression d'aliénation, hein, ils sont étrangers, ou qui, ça c'est certainement un des enjeux de la période qui vient, qui sont robotisés. Il y a des travaux qui sont actuels en informatique, hein, sur la mécanisation du langage. Donc il y a c'est un vrai sujet. Et moi,
mon, mon désir, c'est sans cesse de rapporter les mots à la respiration que l'on peut avoir. Et ça, c'est un travail inlassable. Donc ça peut être, il y a deux versants pour moi. Il y a le versant qui a été celui un peu que m'a présenté Christian Guest, c'est-à-dire une parole inarrêtable qui a besoin de se dire et de se redire et de se déborder elle-même. Et puis il y a des mots, il y a une pratique aussi de la concision extrême avec le peu mais qui porte. J'allais dire, il y aurait peut-être un idéal à la Lao Tse de ce point de vue-là, quoi. Et, et moi, j'ai l'impression qu'on passe d'un monde à l'autre sans cesse. Ils ont trouvé sur une étagère du couloir un livre que plus personne ne lit. Dans ce livre, entre deux pages, une vieille image pliée où sont écrits ces mots en rouge et gris, perdus dans une flamme. Elle ne sait plus qu'aimer. Ils en sont quittes pour un baiser durable. Il rit. Encore un que l'ennemi n'aura pas. Le ciel, pour cette joie, fait une roue dans l'eau. Ils sont les gens comme ça va.